Sous le volcan de Songandi, deux chiffres s'entrechoquent et changent tout. En quelques jours, une rumeur d'un gisement proche de 500 millions de carats fait basculer le Burkina Faso d'un récit de pauvreté durable vers une promesse de prospérité soudaine, tandis que remontent les alertes sur la malédiction des ressources et les convoitises extérieures. Que signifie pour vous l'instant où Ibrahim Traoré doit trancher entre souveraineté assumée et dépendance déguisée face aux puissances étrangères, car derrière ces cristaux, une trajectoire nationale se rejoue. Ce qui se joue autour de Songandi dépasse la seule découverte d'un gisement exceptionnel. C'est une épreuve de méthode, de tempo et de contrôle. Comprendre cette séquence aide à voir comment une richesse soudaine peut accélérer un développement ou fragiliser durablement un État déjà sous pression sécuritaire, sociale et budgétaire. L'objectif est simple, comprendre les mécanismes avant les promesses. L'enjeu central est simple. Une ressource peut renforcer la souveraineté ou installer une dépendance déguisée. Le risque ne vient pas uniquement de l'extérieur, il naît aussi de l'intérieur quand les institutions doivent gérer un choc trop rapide, des attentes populaires trop hautes et des négociations internationales trop insistantes. Chaque décision initiale pèse plus lourd que les revenus espérés parce qu'elle fixe les règles du jeu, les garde-fous et la crédibilité. La promesse de ce récit est donc claire, suivre étape par étape comment Ibrahim Traoré tente de transformer une annonce géologique en trajectoire gouvernable, sans céder ni à l'euphorie ni à l'immobilisme. La donnée qui change tout tient en un chiffre. Près de 500 millions de carats s'évoquaient sous son Gandhi. Et ce n'est pas d'une anomalie ponctuelle, mais une formation diamantifère continue, suffisamment vaste pour déplacer en quelques jours les priorités nationales et les regards internationaux. Cette mini-révélation referme la première boucle de curiosité. La découverte n'est pas symbolique, elle est structurelle. Dans un pays dont l'économie repose sur une base étroite, avec une industrialisation limitée et des marges budgétaires contraintes, l'apparition d'un actif de cette taille crée un écart brutal entre le niveau de départ et le potentiel projeté. La discussion cesse d'être une question de survie financière immédiate. Elle devient une question d'architecture. Qui encadre, qui contrôle, qui distribue et à quel rythme? Dans les heures qui suivent les premières confirmations techniques, l'État agit de manière inhabituelle. Des équipes administratives sont déployées autour du volcan pour sécuriser le périmètre, limiter la circulation de rumeurs et empêcher les ruées spontanées que l'on observe souvent ailleurs lors d'annonces minières comparables. Les habitants décrivent une atmosphère suspendue, faite d'attente, de vigilance et d'une curiosité contenue. Ce n'est pas encore l'argent qui transforme la zone, mais la présence publique, réunions improvisées, messages de prudence, restrictions temporaires, rappellent que la découverte concerne la nation entière et non un seul territoire. Sur le plan international, le signal est immédiatement capté. Les cercles diplomatiques évoquent un possible basculement dans l'équilibre du Sahel. Des multinationales prennent contact, des demandes de briefing se multiplient et le Burkina Faso devient presque du jour au lendemain un point focal géopolitique. C'est dans ce contexte densifié que se dessine nettement le rôle d'Ibrahim Traoré. Gérer non seulement une découverte, mais l'onde de choc politique qu'elle déclenche. Une question domine alors. Le pays peut-il fixer ses règles avant que les autres n'imposent leur tempo? Autour de Songandi, le récit ne commence pas par des machines ni par des chiffres, mais par des visages. Dans les villages proches du volcan, l'arrivée d'équipes administratives crée une scène inhabituelle. Des représentants de l'État expliquent les mesures de protection, détaillant des restrictions temporaires et rappellent les risques liés aux déplacements non contrôlés autour du site. Pour des localités longtemps marginalisées, cette présence précoce modifie immédiatement la relation au centre politique. Un agent mobilisé dès les premiers jours décrit une mission délicate.
Informer sans promettre, rassurer sans alimenter l'euphorie. Les échanges se font parfois sous un arbre, parfois dans une salle d'école, avec un message répété. La découverte n'appartient pas à un périmètre, elle engage le pays tout entier. Cette pédagogie n'annule pas les rumeurs, mais elle en réduit la vitesse. Elle diminue aussi la probabilité d'une ruée spontanée, souvent déclenchée quand l'État arrive trop tard ou parle trop fort. Les habitants décrivent un paradoxe. L'attente est intense, mais elle reste contenue. Certains parlent d'une reconnaissance institutionnelle nouvelle, comme si l'inclusion dans un processus national valait déjà une forme de réparation symbolique. D'autres restent prudents, conscients que des promesses minières non tenues ont souvent nourri ailleurs sur le continent des frustrations durables. Ce premier impact agit comme un signal faible mais structurant. Il ne garantit ni succès ni stabilité, mais il change la dynamique initiale. En posant un cadre dès les premiers jours, l'État transforme une découverte brute en séquence organisée. L'idée est nette. La manière d'entrer dans l'histoire compte autant que la richesse elle-même. Tout s'active au moment précis où les géologues confirment les grands sites que les signaux relevés sous Songandi ne sont ni des interférences ni des artefacts. L'information circule d'abord en cercle fermé, puis elle remonte. Très vite, le statut du site change. Sécurisation du périmètre, suspension des activités informelles, évaluation croisée entre ingénieurs locaux et sapeleco experts internationaux. Le pays entre dans une temporalité nouvelle, plus dense, plus nerveuse. La première phase est un déclencheur. Elle impose un rythme tendu. Elle crée un choc interne. Les administrations doivent suivre. Les forces de sécurité doivent tenir. Les élus locaux doivent répondre, les habitants doivent comprendre. Tout le monde avance, mais personne n'a encore de certitude. Seulement une intuition. Ce qui est sous le volcan peut redessiner le reste. Dans ce moment d'accélération, une ligne se dessine. Elle est moins spectaculaire que les rumeurs, plus importante que les commentaires. Ibrahim Traoré refuse l'emballement. Pas de contrats immédiats, pas d'ouverture non contrôlée, pas de négociation parallèle. Il exige une séquence. Il impose un cadre. Une commission nationale reçoit un mandat clair. Examiner les implications économiques, sociales et environnementales avant toute décision. Le tempo ralentit volontairement. Le pays gagne du temps. Mais il prend aussi un risque, celui d'être accusé de freiner l'histoire. Puis vient la montée, le point où la découverte cesse d'être un sujet technique. Les images satellitaires sont partagées avec des institutions scientifiques et administratives. Elles confirment l'ampleur exceptionnelle de la formation diamantifère, à un niveau comparable à certaines zones historiquement dominantes du marché mondial. Et là, l'effet s'élargit. Les ambassades demandent des briefings. Les multinationales multiplient les prises de contact, certaines discrètes, d'autres insistantes. Les médias internationaux projettent déjà des récits opposés. Eldorado ou malédiction, richesse ou fracture. En parallèle, la pression interne monte. Les attentes se cristallisent. Les oppositions tentent d'occuper le terrain. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption. Elles veulent des engagements sur les retombées locales. Elles demandent des garde-fous. Le débat se polarise vite, autour de la vitesse d'exploitation, autour du contrôle réel, autour de la redistribution future. Chaque silence devient un signal, chaque délai devient une polémique, chaque nuance est interprétée comme une hésitation. Le pic de tension arrive quand plusieurs forces convergent. L'intérêt extérieur, l'espoir populaire, la rivalité politique, la fragilité institutionnelle. Une même question, martelée sous des formes différentes. Qui décide et au nom de qui? C'est ici que la cohérence devient décisive. Ibrahim Traoré refuse les discussions en coulisses et réaffirme le rôle central de la Commission nationale.
Il exige des rapports d'impact avant toute discussion contractuelle. Il maintient une communication mesurée, sans promesses chiffrées, sans échéances irréalistes. Cette constance ne fait pas disparaître les tensions, mais elle modifie leur nature. Les acteurs extérieurs comprennent que la pression directe ne produira pas d'effet immédiat. Après le sommet viennent les répliques. Le débat glisse vers la redistribution, vers l'environnement, vers la place des communautés, vers la souveraineté réelle. La découverte n'est plus un événement technique, elle devient une mécanique politique. Elle repositionne le Burkina Faso dans le Sahel et elle transforme Songandi en test de gouvernance où la première erreur peut coûter plus cher que la meilleure extraction. Le Burkina Faso passe d'un niveau économique de départ modeste à un potentiel massif. L'écart entre ce qu'il était et ce que Songandi laisse entrevoir crée une tension stratégique immédiate. Avant même de parler de revenus, l'État est obligé de penser gouvernance, contrôle et crédibilité, parce qu'un choc trop grand peut briser des institutions encore en consolidation. Trois chiffres concentrent désormais l'essentiel du débat, et leur puissance tient autant à ce qu'ils promettent qu'à ce qu'ils menacent. Le premier est celui qui déclenche l'onde de choc, près de 500 millions de carats. Cette estimation, issue de relevés satellitaires et confortée par des analyses géologiques, place Songandi parmi les formations diamantifères les plus importantes évoquées dans la région. Pour un pays où l'économie reposait sur une base étroite, un tel volume ne représente pas une ressource marginale, mais un actif stratégique. Il change instantanément la perception extérieure du Burkina Faso, attire mécaniquement des intérêts et augmente la pression sur la capacité de l'État à imposer ses règles. Un gisement de cette taille ne fait pas que générer de la valeur. Il crée un champ de force où diplomatie, finance, sécurité et opinion publique se mélangent. Le deuxième chiffre touche directement les finances publiques. Des projections internes évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteignait sa pleine capacité. Cette perspective alimente un espoir puissant parce qu'elle ouvre la possibilité de financer massivement l'éducation, la santé et des infrastructures longtemps limitées par des marges budgétaires étroites. Mais ce même chiffre porte un risque politique. Une montée budgétaire trop rapide peut fragiliser des équilibres institutionnels, stimuler les luttes de pouvoir et rendre l'État plus vulnérable aux influences extérieures si le cadre de contrôle n'est pas solidement établi. Le problème n'est pas l'argent en soi, c'est la vitesse et ce que cette vitesse fait au système. Attente instantanée, concurrence pour la rente, tentation de capture et surenchère politique. Le troisième chiffre sert de contrepoids presque comme un garde-fou moral, une réduction potentielle d'environ 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive non maîtrisée. Les premiers signaux environnementaux insistent sur la fragilité des écosystèmes sahéliens autour de Songandi. Une dégradation de cette ampleur aurait des effets dits durables sur les communautés riveraines, l'agriculture locale et l'équilibre social. Ici, la quantification oblige à sortir du récit de richesse facile. Le gain projeté possède un coût écologique réel, souvent irréversible, et ce coût pourrait se transformer à terme en coût politique. Ces trois données cessant vite d'être des indicateurs techniques. Elles deviennent des repères symboliques. Pour certains, elles incarnent la promesse d'un renversement historique. Pour d'autres, elles signalent le retour possible d'une malédiction des ressources où la richesse attire les convoitises, accélère la corruption et affaiblit l'État. C'est précisément là que la posture d'Ibrahim Traoré prend sa cohérence. Refuser une lecture isolée des chiffres. Il insiste pour que chaque indicateur soit accompagné d'une analyse sociale, institutionnelle et environnementale. Le volume n'est pas présenté comme un trésor, mais comme une responsabilité.
Les recettes potentielles ne sont pas mises en avant sans évoquer et les risques de dépendance. Les impacts écologiques ne sont pas relégués au second plan. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se ferme ici nettement. Ce ne sont pas les chiffres qui décideront de l'avenir, mais la manière dont ils seront interprétés, encadrés et traduits en règles. La question devient donc moins une affaire de quantité qu'une affaire de méthode et surtout, qui garde la main sur le tempo quand le monde entier commence à regarder Songandi. Deux lignes structurent désormais le débat autour de Songandi et chacune s'appuie sur une logique cohérente, presque irréprochable à première vue. La première défend l'exploitation rapide. Ses partisans partent d'un constat brut. Un pays confronté à des défis sécuritaires, sociaux et budgétaires lourds ne peut pas se permettre d'attendre. Une ressource estimée à près de 500 millions de carats représente, selon eux, une occasion historique de dégager rapidement des revenus, de renforcer l'action publique et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Ils ajoutent un argument de fenêtre. Retarder trop longtemps, c'est risquer de laisser l'initiative aux acteurs les plus pressants ou de transformer l'espoir populaire en frustration difficile à contenir. Dans cette lecture, la vitesse n'est pas un caprice, elle est une stratégie de survie. La seconde ligne défend la prudence méthodique. Elle s'appuie sur un inventaire de précédents où la précipitation a conduit à la corruption, à la capture des revenus par des intérêts privés et à l'affaiblissement durable des institutions. Ces défenseurs rappellent que les capacités techniques et administratives du Burkina Faso restent limitées et que toute ouverture mal encadrée peut créer une dépendance structurelle aux multinationales. Ils insistent aussi sur l'environnement. Dans un contexte sahélien fragile, une exploitation intensive, même rentable, peut laisser des dégâts irréversibles avec un coût social et politique supérieur aux gains immédiats. Pour eux, ralentir n'est pas reculer, c'est éviter de se fragiliser au moment même où le pays cherche à se renforcer. La réfutation utile ne consiste pas à démonter un camp pour glorifier l'autre, mais à exposer leurs angles mortes. L'exploitation accélérée sous-estime la complexité institutionnelle d'un afflux soudain de revenus. Gérer 10 fois plus de recettes, c'est aussi gérer 10 fois plus de pression, d'arbitrage, de tentation et de conflits. À l'inverse, la prudence extrême sous-estime le poids des attentes sociales et le risque qu'un immobilisme prolongé érode la crédibilité politique, nourrisse des rumeurs et ouvre des brèches aux ingérences. C'est dans cet espace intermédiaire que se situe la ligne portée par Ibrahim Traoré, avancer sans ruée, structurée sans gel. La question n'est plus exploiter ou attendre, mais séquencer pour rester souverain. Autrement dit, ce débat n'oppose pas seulement des vitesses, il oppose des conceptions du contrôle. Et, dans un choc de cette ampleur, le contrôle du tempo vaut presque autant que la ressource elle-même. Tout se joue sur le tempo. Le point de bascule n'apparaît pas dans un communiqué spectaculaire ni dans une photo satellite partagée au bon moment. Il se révèle dans une transformation plus discrète. Songandi ne change pas seulement ce que le pays pourrait posséder, il change la manière dont l'État et la population se rapportent au temps politique. Jusqu'ici, le Burkina Faso réagissait souvent sous contrainte, dans l'urgence sécuritaire ou budgétaire. Avec cette découverte, une fenêtre rare s'ouvre, celle où l'anticipation devient possible à condition de ne pas laisser l'événement imposer sa vitesse. Ce pivot est moins visible que les chiffres, mais il est décisif. La création d'une commission nationale, la temporisation assumée et la mise en avant de la transparence inverse la dynamique habituelle des ressources soudaines. L'État ne court plus derrière l'annonce, il tente de la précéder. Il essaye de fixer des règles avant que les pressions ne deviennent irréversibles. C'est ici que la méthode d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. En ralentissant volontairement,
Il ne cherche pas seulement à protéger un gisement, il teste la capacité institutionnelle du pays à tenir une ligne dans la durée. Les attentes populaires, les sollicitations diplomatiques et les intérêts économiques doivent s'ajuster au cadre national, et non l'inverse. Songandi cesse alors d'être uniquement une promesse de prospérité, il devient un révélateur de maturité politique, où la souveraineté se mesure d'abord à la maîtrise du rythme. Les effets de Songandi deviennent vraiment lisibles quand on quitte le récit général pour regarder quatre ensembles concrets, chacun exposé à des gains possibles, mais aussi à des risques spécifiques. C'est ici que la découverte cesse d'être abstraite. Elle devient une affaire de trajectoire réelle et de conséquences mesurables. Pour l'État et les institutions nationales, l'enjeu central est la capacité de transformer un potentiel de revenus en politique publique stable. Si la gouvernance reste structurée, les recettes issues du gisement pourraient renforcer durablement l'éducation, la santé et des infrastructures encore contraintes par des marges budgétaires limitées. Mais l'inverse reste possible. Une mauvaise séquence décisionnelle peut affaiblir les contre-pouvoirs, accentuer les luttes internes et rendre l'État plus vulnérable aux pressions extérieures. Dans ce cadre, la méthode d'Ibrahim Traoré, fondée sur la temporisation et la Commission nationale, vise précisément à empêcher que l'institution soit dépassée par l'événement. Du côté des entreprises et de l'économie nationale, Songandi représente une opportunité de structuration rare. Transport, logistique, construction, services techniques. Plusieurs secteurs peuvent s'élargir rapidement et les acteurs locaux espèrent intégrer enfin une chaîne de valeur souvent captée par des intérêts extérieurs. Mais sans règles claires, la dynamique peut se renverser. Les multinationales absorberaient l'essentiel des bénéfices, laissant aux entreprises nationales des rôles secondaires et une dépendance durable aux prestataires étrangers. La transparence annoncée devient donc un facteur déterminant, autant pour la compétitivité que pour la souveraineté économique. Pour les populations et les individus, l'impact se joue sur un registre plus fragile, l'attente. Les familles, les familles projettent des améliorations concrètes, comme un accès aux soins, des écoles mieux financées, des routes plus praticables et des emplois qualifiés pour les jeunes. Mais cette attente reste conditionnelle. Toute dissonance entre les promesses et les retombées réelles peut raviver des frustrations profondes, d'autant plus que des promesses minières non tenues existent dans la mémoire régionale. Ici, la confiance naissante envers l'État dépendra de la cohérence. Ce qui est dit doit devenir visible, même à petite échelle. Enfin, sur le plan régional et géopolitique, Songandi repositionne le Burkina Faso dans le Sahel. Un pays renforcé économiquement peut devenir un pôle d'influence et de stabilité. À l'inverse, une gestion défaillante ouvre des brèches, ingérence, rivalité régionale et compétition accrue autour du contrôle réel de la ressource. Les puissances étrangères observent attentivement chaque signal envoyé par Ouagadougou non seulement sur la richesse mais sur la solidité des règles. À travers ces quatre dimensions, une constante s'impose. Songandi n'aura un impact positif que s'il est traduit en choix cohérents et lisibles. Le test n'est pas seulement d'extraire, mais de gouverner. Et c'est dans cet équilibre entre institutions, économie, citoyens et environnement régional que se jouera la suite, sous le regard direct d'Ibrahim Traoré. Dans les 6 à 12 prochains mois, la trajectoire de Songandi peut basculer selon trois scénarios. Et la question qui plane est simple. Qui tiendra la ligne quand la pression deviendra permanente? Le scénario de base est celui d'une ouverture contrôlée, lente mais continue. L'État maintient la Commission nationale au centre du dispositif, engage des discussions ciblées avec des partenaires extérieurs et avance par étapes. Études techniques, cadrage environnemental, premiers investissements préparatoires, sécurisation des infrastructures. Les
Les tensions existent, mais elles restent contenues parce que le tempo est lisible et la communication demeure mesurée. Ce scénario ne produit pas de transformation spectaculaire immédiate, il stabilise. Il exige une discipline administrative constante et une capacité à gérer l'impatience sans céder au court-termisme. La réussite, ici, repose sur la continuité, tenir la même règle face à des demandes multiples. Le scénario optimiste est celui d'une consolidation rapide de la gouvernance. La transparence annoncée devient une mécanique réelle. Publication de cadres contractuels, audits réguliers, implication visible de la société civile et critères stricts dans la sélection des partenaires, incluant transfert de compétences et contrôle national. Les premières, les premières retombées sociales deviennent perceptibles, même modestement, ce qui renforce la confiance publique et réduit la polarisation. Dans cette trajectoire, la méthode d'Ibrahim Traoré transforme la découverte en levier de crédibilité institutionnelle. Le pays ne gagne pas seulement une ressource, il gagne une réputation de contrôle, ce qui diminue les pressions extérieures et améliore sa marge de négociation. L'optimisme ne vient pas de la richesse, mais de la stabilité produite par des règles visibles. Le scénario défavorable est celui d'un décalage croissant entre attentes et résultats. Les négociations s'enlisent ou se radicalisent, la population perçoit une inertie, les oppositions exploitent l'incertitude et certaines puissances extérieures cherchent à profiter des divisions. L'exploitation reste limitée, les bénéfices tardent à apparaître et la déception devient un carburant politique. Dans ce contexte, la compétition pour la rente augmente avant même que la rente n'existe vraiment, ce qui fragilise les institutions et abîme la cohésion. La malédiction des ressources n'arrive pas par l'extraction, elle arrive par l'attente déçue et la capture du débat. Une recommandation de lecture s'impose. Ne pas confondre vitesse et maîtrise. Si l'État avance trop vite, il perd le contrôle. S'il avance trop lentement, il perd la confiance. Le point clé dans les prochains mois sera donc la capacité à maintenir l'alignement entre souveraineté affichée, contraintes techniques et attentes collectives, sans laisser l'événement imposer sa propre cadence. Au-delà des projections et des rapports, Sangandi s'inscrit déjà dans la vie quotidienne, là où se mesure la crédibilité réelle des décisions publiques. Trois angles permettent de comprendre comment cette découverte commence à façonner des attentes concrètes et pourquoi ces attentes peuvent devenir une force de cohésion ou une source de fracture. Pour les familles, l'enjeu est immédiat et pragmatique. La richesse potentielle est spontanément traduite en besoins simples: écoles mieux équipées, centres de santé accessibles, routes praticables, stabilité des prix, sécurité renforcée. Ces attentes ne relèvent pas d'un rêve abstrait, elles répondent à des manques anciens. Mais elles sont aussi fragiles parce qu'en Afrique, comme ailleurs, des promesses minières ne deviennent pas automatiquement des services publics. Ici, la confiance dépendra de signaux visibles, même modestes, une amélioration concrète, un projet identifiable, un calendrier compréhensible, une preuve que la ressource ne reste pas enfermée dans les discours. Pour les jeunes générations, majoritaires, Songandi incarne une possibilité de rupture avec un cycle de précarité. Emploi technique, formation spécialisée, opportunités entrepreneuriales. L'imaginaire est puissant et il peut nourrir une énergie nationale. Mais cet espoir peut se retourner vite. Si l'accès aux opportunités paraît opaque, si les postes qualifiés sont captés par des acteurs extérieurs, ou si la chaîne de valeur reste hors de portée des compétences locales, la déception peut devenir un facteur d'instabilité. L'enjeu n'est donc pas seulement de créer des emplois, mais de rendre lisible le chemin qui y mène. Enfin, dans la relation entre citoyens et État, une dynamique nouvelle apparaît.
Les missions d'information locale, les consultations et le discours de transparence créent un sentiment inédit d'association au processus. Cette reconnaissance reste précaire. Elle se renforce si les engagements se confirment et s'érode si la parole reste sans traduction. La réussite se mesurera donc autant dans la confiance maintenue que dans les revenus futurs. Pour que Songandi devienne une richesse nationale et non un choc ingérable, la solution ne peut pas être un slogan. Elle doit être une feuille de route avec des responsabilités claires, un calendrier lisible et des indicateurs publics. La logique défendue par Ibrahim Traoré repose précisément sur cette idée. Fixer des règles avant d'ouvrir et mesurer avant de promettre. D'abord, la Commission nationale doit être consolidée dès maintenant, avec des experts indépendants et des représentants locaux. Elle peut élargir sa composition, définir un mandat public et publier des méthodes d'évaluation compréhensibles. La liste des membres, le calendrier des auditions et des rapports intermédiaires accessibles serait déjà un premier test de crédibilité. Ensuite, le cadre environnemental doit être verrouillé, avec des normes strictes et des études d'impact obligatoires, assorties d'un suivi continu des écosystèmes. Un protocole validé, des indicateurs de biodiversité suivis et des seuils déclenchables de suspension rendraient la protection plus qu'une intention. Dans le même mouvement, les partenaires doivent être conditionnés. Transparence des contrats, audit régulier, clauses de souveraineté, transfert de compétences et obligations de contenu local. La publication des clauses clés, un calendrier d'audit et une part minimale de participation locale donnerait une forme concrète à la souveraineté économique. Puis, l'usage des revenus doit être programmé avec une affectation prioritaire à l'éducation, la santé, l'infrastructure et le développement des zones concernées. Un budget détaillé publié, des tableaux de suivi et des projets vérifiables permettraient de transformer l'attente en preuve. Enfin, un dialogue citoyen régulier doit être installé et maintenu. Consultation accessible, retour public, ajustement documenté. La fréquence des rencontres, des comptes rendus publics et un mécanisme de plainte opérationnel ancreraient la décision dans les réalités locales. La boucle de curiosité se ferme ici. La réussite ne viendra pas du gisement, mais de la capacité à rendre chaque décision contrôlable, donc crédible. Dans les villages proches de Songandi, la scène la plus révélatrice n'est pas celle d'une future mine, mais celle d'une réunion improvisée, parfois sous un arbre, parfois dans une salle d'école. On y voit des habitants écouter, questionner, douter, espérer et surtout mesurer, sans le dire, si la parole publique tient. Ce motif revient comme un fil. La découverte n'a pas seulement réveillé une promesse de richesse, elle a réveillé une exigence de cohérence. C'est là que le moment devient plus profond qu'un débat sur des carates. La vraie richesse n'est pas uniquement enfouie sous le volcan. Elle se trouve dans la capacité d'un pays à rester uni quand l'attente grandit plus vite que les résultats visibles. Une promesse mal tenue peut fracturer. Une promesse encadrée peut rassembler. Dans cette tension, Ibrahim Traoré incarne une méthode plus qu'une certitude. Ralentir pour structurer, écouter pour prévenir, publier pour éviter l'opacité. Ce choix n'efface pas les risques, mais il transforme l'espoir en trajectoire possible et la prudence en force politique. Rien n'est garanti. Tout peut déraper, mais une ligne se distingue. Si le Burkina Faso tient ses règles, Songandi peut devenir une fondation plutôt qu'une faille. Le tempo décide autant que la pierre. Songandi n'est pas seulement un gisement, ni même une promesse. C'est un miroir. Il reflète ce que le Burkina Faso peut devenir quand une richesse soudaine oblige un pays à choisir entre l'euphorie et la discipline, entre la pression extérieure et la cohérence interne, entre l'annonce et la preuve. L'enjeu dépasse les diamants. Il touche à la souveraineté, à la confiance et à la manière dont une nation protège
ce qui lui appartient tout en restant ouverte au monde. Ce récit n'invite pas à croire mais à observer. Quels mécanismes de transparence seront réellement appliqués? Quelles règles seront publiées? Quels bénéfices seront visibles pour les communautés? Et quelles limites seront imposées pour protéger l'environnement fragile autour du volcan? C'est à ces signaux, plus qu'aux déclarations, que l'on pourra juger la trajectoire. Si vous voulez prolonger cette analyse, le point le plus utile est de rester sur le comment. Comment l'État séquence, comment les citoyens contrôlent, comment les partenaires sont conditionnés, comment les attentes sont tenues. Et, au cœur de tout, comment Ibrahim Traoré maintient la ligne quand les intérêts deviennent insistants. Question ouverte. Selon vous, quel est le meilleur test de souveraineté à Sangandi, la vitesse d'exploitation ou la qualité des règles qui encadrent tout le processus?